Alors, évidemment, en voyant la liste des lieux extraordinaires, Marrakech, la Californie, etc., ça me fait beaucoup rêver. Sur ma diapo, vous voyez plus modestement là où je suis actuellement. Je suis en Auvergne, au milieu des volcans, de nos 60 volcans d'Auvergne. Et de ma fenêtre, j'en aperçois un qui n'est pas très très loin de chez moi. Et pour ceux qui aiment la marche, c'est une région où il est extrêmement agréable de venir découvrir des paysages qui sont très différents l'hiver et très différents l'été, mais dans les deux cas, très agréables à parcourir. Alors merci Jean-Christophe de me donner une nouvelle occasion de rencontrer la mission laïque française. Ça m'est arrivé quelques fois en France et ailleurs, notamment à Beyrouth. J'ai toujours eu un grand plaisir dans la qualité des échanges que nous avions eus et j'espère aujourd'hui que nous allons faire de même. Le sujet est directement lié à l'actualité. Il y a quelques semaines après, à peine, j'ai eu envie d'écrire un premier texte sur l'idée que la crise allait être conséquente et durable et qu'il fallait dès à présent s'y préparer. Évidemment, la question est plus compliquée qu'il y paraît. Il y a d'un côté celles et ceux qui croient avec une grande naïveté que dans quelque temps tout reviendra et dans un temps très court tout deviendra parfaitement à l'identique. Il y a d'un autre côté celles et ceux qui disent avant au moins 2023, la situation ne sera pas parfaitement stabilisée. Évidemment, il est trop tôt pour savoir qui a raison. Il y a des risques de répliques, nous le savons, qui peuvent être des répliques très locales et localisées, et dans ce cas-là, sans doute relativement faciles à limiter, mais il peut y avoir des répliques plus conséquentes avec des conséquences plus lourdes. Alors, ce premier texte que vous avez sur le site de la MLF, c'était une adresse. Je m'adressais aux enseignants et aux conseillers principaux d'éducation qui ont un rôle tout à fait essentiel à jouer dans la préparation de ce qui nous attend. La situation, c'est une banalité de le dire, vous en conviendrez. Elle est, je crois, sans précédent parce qu'elle est véritablement mondiale. Pratiquement aucun pays n'y échappe. Elle a été d'une très grande brutalité. L'extension a été très rapide. Et bien qu'elle soit mondiale avec une extension rapide, les situations des différents pays sont très variées. Et même au sein d'un pays comme la France, il y a des différences qui sont considérables entre certaines régions, disons certains départements et d'autres, ce qui d'ailleurs va se traduire par une mise en place différenciée du déconfinement selon le terme qui est employé. La principale conséquence pour nous à l'éducation, qui sommes impliqués dans les questions d'éducation, c'est une arrivée massive et soudaine de l'enseignement à distance. Bien entendu qu'il se faisait ici ou là de l'enseignement à distance, mais là, soudainement, c'est de l'enseignement à distance et que de l'enseignement à distance pour tout le monde, primaire et secondaire, y compris enseignement professionnel, avec évidemment, vous vous en doutez, des problèmes spécifiques que cela pose. Dans mon propos, vous m'excuserez, j'espère, de plutôt faire référence à la situation française que je connais un peu mieux, et vous pourrez comparer cette situation avec celle qui est la vôtre, là où vous êtes, avec obligatoirement des particularités que vous connaissez bien, mais que moi j'ignore.
La mise en œuvre de ce confinement a été très laborieuse. Elle a été très laborieuse et elle a posé de multiples problèmes. D'abord, des problèmes, on pouvait s'y attendre, des problèmes que je qualifie de technologiques, avec en principe l'utilisation des ENT qui sont implantés dans les établissements par les collectivités territoriales chez nous et qui, en un jour et demi, ont vu leur taux d'utilisation multiplié par 100. Évidemment, ils ont explosé, ils ne s'attendaient pas à cela, ils n'avaient pas été préparés à cela, et pour cela, d'autant plus que pour celles et ceux qui les connaissaient, vous savez qu'ils étaient plus adaptés pour des questions d'ordre administratif et de vie scolaire que pédagogique. Le milieu pédagogique, ces dernières années en France, n'ayant pas beaucoup poussé pour que les ENT soient de véritables outils pédagogiques à leur disposition. Donc, dans le fond, ça allait tant bien que mal, pas très bien, pas trop mal, mais ça semblait suffire. Et puis, d'un seul coup, évidemment, on s'est aperçu que c'était totalement inadapté. Deuxième aspect qui ne pouvait pas être ignoré, l'équipement des familles n'est pas le même et cela pose différentes catégories de problèmes. La première, en allant un peu vite, il a souvent été dit que de toute façon, les familles soit possédaient des smartphones ou une tablette ou un ordinateur. Or, si ces outils sont à peu près comparables quand on fait de la communication, ils sont complètement différents pour faire un véritable travail pédagogique et professionnel. Deuxième difficulté, il y a des familles qui n'avaient pas d'ordinateur et il y a des familles qui n'ont pas de connexion à Internet pour des raisons économiques et il y a encore en France un grand nombre de zones blanches. En Auvergne, là où je suis, les zones blanches sont très nombreuses et aucun opérateur ne veut faire le nécessaire pour les équiper. Dans les difficultés, il y en a qui se sont avérées moindres que ce que l'on pouvait croire, mais qui quand même ont été marquées. D'abord, de façon un peu surprenante, les compétences vis-à-vis de l'usage des nouvelles technologies, qui sont plus nouvelles du tout, on va dire des technologies numériques, les compétences étaient très inégalement partagées dans le milieu enseignant. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est plus compliqué que cela. Certains étant vraiment des familiers et très curieux de tout ce qui pouvait exister, jusqu'à ceux qui, visiblement, ne mettaient jamais les doigts sur un clavier. Il fallait aussi faire connaissance des outils officiels, du CNED et des espaces numériques de travail. Et quand quelqu'un n'a jamais visité les sites ou ces outils, ça demande un temps considérable. D'autant plus que l'un comme l'autre n'était pas merveilleux en qualité. Rapidement, on s'est aperçu que les élèves, mais également certains enseignants, étaient beaucoup plus familiers d'autres outils que les outils officiels. Et WhatsApp, Teams, Zoom, etc. se sont mis, YouTube se sont mis à apparaître, d'autant plus que les élèves, sans rien demander à personne, se sont souvent auto-organisés par petits groupes, constituant de petites communautés, la plupart du temps avec WhatsApp. Ça semble leur plaire énormément. Et pour résumer tout ceci,
on est entré à ce moment-là dans une exceptionnelle période d'apprentissage collectif. Dans la situation présente, c'est l'accompagnement des élèves qui devient central. Et ce qui manque, vous vous en doutez, qui manque encore, qui est nettement insuffisant, c'est un besoin d'accompagnement des enseignants, qui n'avait pas été prévu ou pas prévu à cette hauteur-là ou pas de cette nature-là. La grande nouveauté pour la France, où nous laissons les parents sur le paillasson, la grande nouveauté, c'est le rôle des parents. L'école n'est plus à l'école, l'école est à la maison, et des liens nouveaux entre professeurs et parents doivent s'établir. Quand il n'y en avait pas du tout, c'est très compliqué. Quand il n'était que sur des problèmes de vie scolaire, ce n'est pas simple. Et c'est d'autant moins simple que le milieu pédagogique n'aime pas, en France, parler avec les parents sur le registre pédagogique. Or, pour que les parents puissent accompagner les élèves, il est nécessaire que les enseignants accompagnent les parents par rapport à ce qui est proposé ou demandé aux élèves. Et donc, en 5 semaines, on a assisté à un changement progressif de rôle pour les uns et pour les autres, les parents étant soudainement impliqués sur le pédagogique et les enseignants devant un peu ouvrir la porte de la classe. Alors la question que nous avons devant nous pour les semaines qui viennent, pour la rentrée prochaine et au-delà, cet effet sera-t-il durable? En d'autres termes, les relations entre les parents et les enseignants vont-elles évoluer, continuer à évoluer? La crise, en fait, est un véritable révélateur de questions taboues, c'est-à-dire de problèmes qui existaient déjà bien avant la crise, questions taboues que nous avons le talent en France de mettre sous le tapis. Et là, j'aborde déjà le thème de mon deuxième texte que vous avez également sur le site de la MLF. Je crois sincèrement que la crise peut avoir un impact salutaire, qu'elle peut placer un certain nombre de questions taboues sous les projecteurs. Mais, dès à présent, nous nous apercevons, parce que ça devient visible, qu'il y a une implication très inégale des enseignants. Alors, évidemment, il est difficile de le dire, vous vous en doutez. Mais, en réalité, vous vous en doutez aussi, cette implication très inégale, elle est bien antérieure à la crise. Mais il était convenu que personne n'en parlait. Or, aujourd'hui, on commence et on est bien obligé à se poser une question très simple. Où sont les enseignants perdus? Certains, en gros, ont presque disparu des écrans. Où sont-ils? Que font-ils? En dehors d'assurer un vague service minimal une fois par semaine et encore. Et d'un autre côté, les élèves et les parents peuvent voir de façon extrêmement spectaculaire un certain nombre d'enseignants que je qualifie de vedettes qui mettent sur YouTube un certain nombre de cours qu'ils font, de classes qu'ils font, ce qui conduit de façon extrêmement naturelle à pouvoir comparer celles et ceux que je vais qualifier des meilleurs avec celles et ceux qui n'entraînent pas beaucoup d'admiration de ma part. Et je ne serais pas surpris, sachant comment fonctionnent les réseaux sociaux, qu'à terme, nous ayons vite sur les réseaux sociaux des classements des meilleures vedettes, des meilleurs professeurs. Donc la grande nouveauté, c'est le rôle des parents, pour résumer tout ça. Il y a 3 catégories de perdus de vue qui posent
à tous des problèmes. Les plus inquiétants, bien entendu, ce sont des élèves que l'on peut considérer comme devenus des décrocheurs. Il y a un débat sur les chiffres, mais ils sont certainement plus de 10%. Alors, ça peut sembler un nombre pas très important, mais en réalité, ça fait plus d'1 million d'élèves. Ça veut dire qu'il y a plus d'1 million d'élèves qui sont des décrocheurs. Et si dans certains établissements, il n'y a pas du tout de décrocheurs, et vous vous doutez quels sont ces établissements-là, dans d'autres établissements, je vous laisse deviner où, le pourcentage de décrocheurs peut atteindre plus de 30%. Deuxième catégorie, certains parents qui, au tout début, ont essayé d'aider leurs enfants, qui n'y sont pas bien arrivés et qui, sans doute, n'ont pas été assez aidés par le corps enseignant. Et progressivement se retirent, n'interviennent plus, n'aident plus et laissent les enfants, à ce moment-là, seuls et démunis. Et puis, troisième catégorie, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a des professeurs qui sont en service ultra minimal. Et je dirais, si vous permettez, qui ne font pas l'honneur de la profession. Curieusement, vous en avez certainement fait l'expérience dans le petit échange que nous avons eu juste avant de commencer avec Jean-Christophe Debert. Ce qu'on fait à distance, ça rapproche. Quand on échange sur un sujet précis, autour d'un travail bien déterminé, au bout de quelques minutes, on est véritablement ensemble, on oublie complètement que l'un est à 300 mètres, qu'un autre est à 300 km et qu'un autre est à 3000 km. L'enseignement à distance rapproche et dans le fond, c'est même un type de rapprochement qui est assez sympathique, qui ne dure pas plus que ce qui est prévu, qui se fait sur un travail et des horaires convenus à l'avance et qui peut être demain ou après-demain, qui peut être complété d'autres modalités. La prochaine étape, on peut dire qu'elle vient de commencer avec le signal de départ que le Premier ministre vient de donner. Et ce que je vais aborder maintenant, c'est le sujet du troisième de mes textes, qui sera à son tour très bientôt, Jean-Christophe l'a dit pour samedi, sur le site de la MLF. C'est la période qui vient. Parler de la rentrée scolaire, c'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Vous allez voir pourquoi. Alors, il nous faut construire un chemin ou des chemins. Sur ma diapo, j'ai mis le chemin, mais il y en a peut-être plusieurs, vers autre chose. Et tout à l'heure, je disais qu'il faudrait pour bien faire réfléchir sur une échelle temporelle allant jusqu'à 2023. Jusqu'à 2023, il y aura bien une dizaine ou une douzaine d'étapes différentes. La prochaine, celle dans laquelle nous sommes, elle est commencée donc depuis ce mardi. Et pour cette étape, qui est très courte, qui va durer 7 à 8 semaines, pas plus, on distingue déjà plusieurs sous-étapes qui ont été annoncées. Évidemment, ensuite il y en aura d'autres, après l'été, à condition qu'entre-temps, il n'y ait pas de réplique. Là, rien n'est moins sûr. Dans cette étape, il est fondamental de faire des parents des alliés. Il ne s'agit pas que le corps enseignant et lui seul la prépare. Il faut que tous réfléchissent à la situation qui vient. Je disais tout à l'heure de ne pas les laisser sur le paillasson en reprenant
une expression qu'avaient employée des directeurs de commissions scolaires québécois pour les écoles françaises. Et si je devais caractériser ce qui nous attend dans la courte période qui vient, de 7-8 semaines, par rapport à ce que nous avons pratiqué jusque-là, cette période sera plus territorialisée. Pour la France, c'est proprement incroyable. Proprement incroyable. Malgré 3 actes de décentralisation, l'école française n'a jamais été territorialisée officiellement, même si elle l'est dans les faits, mais pas officiellement. Le prochain horizon va l'être davantage et très officiellement. Cette fois-ci, très officiellement, avec des dimensions autour de chaque commune d'une part, avec le couple préfet-maire, et d'autre part, au niveau des départements, c'est une nécessité qui nous est annoncée et qui va se produire. Deuxième élément de nouveauté, l'individualisation est une totale nécessité. Une sorte de personnalisation du travail. Et je sais bien, j'ai suffisamment fréquenté le corps enseignant, que cette idée de personnalisation, d'individualisation révulse un certain nombre d'enseignants qui considèrent que ce n'est pas leur métier et qui préfèrent le laisser en dehors de la classe à des associations, à des officines ou aux parents. Enfin, aujourd'hui, on demande aux enseignants de faire de l'accompagnement, pas en dehors des heures de classe, mais pendant les heures de classe, pendant les heures d'enseignement, que ce soit à distance ou plus tard, à nouveau en présentiel. Alors, je crois que, reconnaissons-le, parce que ça va faire beaucoup discuter, ça va soulever des polémiques, des résistances. C'est un changement de métier qui s'amorce. Va-t-il se faire sur 3 semaines, 3 mois? Sûrement pas. Sur 3 ans, c'est probable. Probable que d'ici 2, 3, 4 ans, le métier d'enseignant va changer. Alors, je parle là de la France, en sachant que dans ces évolutions, il y a un certain nombre d'éléments qui sont présents depuis longtemps dans d'autres pays, mais pas chez nous. Donc, nous amorçons un changement de métier, avec toutes les difficultés que cela veut dire, et je pense ici au niveau du management des établissements. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans la courte période que nous avons devant nous sur les 7 ou 8 semaines qui viennent? Eh bien, vont cohabiter, ils ne seront pas articulés, ils vont cohabiter 4 dispositifs différents. On n'a jamais vu ça en France. En France, on a un système scolaire unique, uniforme. Là, il va y avoir 4 dispositifs qui vont cohabiter et seulement juxtaposés. Alors, je les cite. Avant de revenir dessus, il fallait trouver des noms qui ne sont pas originaux. Il va d'abord y avoir ce que j'appelle le présentiel à l'ancienne. On va dire la classe telle que nous l'avons connue l'année dernière ou il y a 2 ans. Ensuite, le présentiel, mais allégé et complété d'autres choses. Troisième, le tout à distance. Et quatrième, des systèmes hybrides. Alors, dans les 10 minutes qui viennent, si vous me le permettez, je vais juste détailler un petit peu et ensuite, nous aurons du temps pour les questions et les échanges. Le présentiel à l'ancienne, je ne vous le présente pas. Si vous lisez une certaine presse syndicale, vous savez très bien qu'un certain nombre d'enseignants sont extrêmement pressés de pouvoir tenter d'enseigner comme ils le faisaient avant, sans absolument rien modifier de leur pratique, comme si il ne s'était rien passé.
Or, il s'est déjà passé 5 semaines très déstabilisantes et je peux vous le garantir, les 7 semaines qui viennent vont être largement aussi déstabilisantes, voire plus. Ceux qui préconisent cela font comme s'il n'y avait aucun apprentissage collectif des adultes. Je trouve que là, ils n'ont pas une grande considération pour leurs collègues. Ils recherchent le statu quo. La question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est combien d'élèves seront concernés par ce présentiel à l'ancienne. Vous savez certainement que 82% des parents, à l'heure actuelle, ils peuvent changer d'avis dans les jours qui viennent, mais à l'heure actuelle, envisagent de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est un chiffre qui est important. Et par ailleurs, vous avez à peu près un tiers des municipalités qui n'envisagent pas de rouvrir les écoles. Donc ça veut dire que pour le présentiel, il n'y aura qu'un nombre de lieux limité, pouvant accueillir un nombre d'élèves limité à cause des mesures sanitaires. Et de plus, pour accueillir des élèves qui eux-mêmes seront en nombre limité du fait des parents. Et nous ne savons pas, ni vous ni moi bien sûr, ni les autorités, comment ça va se répartir, parce qu'il y aura certainement de très grosses différences géographiques. Deuxième organisation, ce que j'ai appelé le présentiel allégé et complété. Sur le principe, ça veut dire une partie en présentiel et une partie ailleurs. Le ailleurs étant pas nécessairement de l'enseignement, mais le ailleurs pouvant être de l'enseignement à distance. Est évoquée la possibilité, en gros, d'un présentiel à mi-temps qui pourrait se faire sur des modalités variables, soit un jour sur deux, ou par demi-semaine, ou par des alternances de semaines. Donc, il va y avoir autant de lieux, autant de situations différentes. Ce présentiel pouvant être complété à distance si l'établissement fait le nécessaire et le souhaite, mais les établissements sont fortement invités à faire appel à ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux, notamment les associations type association loi de 1901, qui ne cherchent pas à faire des profits. Et les enfants, les élèves, seront censés passer une partie conséquente, peut-être la moitié de leur temps, dans ces tiers-lieux, tout en faisant aussi de l'enseignement à distance, mais de façon plus modeste. Est-ce qu'on peut évaluer le nombre d'élèves concernés? Là, je fais ça au doigt mouillé. Je me dis que ça risque de concerner 60% des élèves, peut-être. Et évidemment, vous vous en doutez, parce que c'est quelque chose de tout à fait international, ça fait le grand bonheur des officines privées d'accompagnement, chez nous, type Academia, qui connaissaient un succès prodigieux. En France, c'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, les officines, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais dans la période qui vient, elles ont le vent en poupe. Et dans celles qui se présentent, je crois qu'elles vont être extrêmement sollicitées. C'est leur grand bonheur. Et les GAFAM sont très contents, eux aussi, vous vous en doutez. Troisième catégorie, eh bien, un certain nombre de familles l'ont dit et vont choisir que les enfants restent chez eux et où ils devront pouvoir bénéficier de possibilités d'enseignement à distance. C'est une sorte de développement du homeschooling. Alors en France, c'est un sujet tabou, on dit qu'il y en a très peu, et c'est vrai qu'il n'y en a pas une quantité astronomique,
c'est de l'ordre de 5% peut-être, mais ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Pour vous, vous le savez, vous en avez certainement là où vous êtes. C'est très variable d'un pays à un autre. Alors, la question que l'on peut se poser, qui est une question tout à fait légitime, c'est passer cette étape après l'été. Est-ce que le homeschooling va continuer ou pas à avoir le vent en poupe? On ne sait pas. Quand on lit attentivement ce que disent les parents d'élèves, certains ont trouvé très désagréable et dur à supporter la présence de leurs enfants ou d'avoir à leur faire de l'enseignement. Mais il y en a d'autres qui ont trouvé que c'était un formidable ciment à la famille, aux relations, etc. Et être bien malin celui qui peut dire qu'est-ce qui va se passer après l'été. Enfin, il y a une quatrième catégorie, celle des systèmes hybrides. Ce sont les systèmes qui combinent, pas qui juxtaposent, qui combinent du présentiel et de l'enseignement à distance, qui réfléchissent en disant ça c'est mieux en présentiel, ça c'est mieux à distance, et voilà la part de ce qu'il y a à faire en présentiel, et voilà la part de ce qu'il y a à faire à distance. Et dans ce système-là, en principe, ce sont les professionnels de l'éducation qui conçoivent l'ensemble, la cohérence de l'ensemble. Ça se fait un peu dans certains pays. Je ne vais pas les citer ici, mais enfin, il y en a quelques-uns que tout le monde connaît. Alors, en France, absolument rien à l'heure actuelle n'est préparé. Et donc, si nous voulons un jour pouvoir offrir, nous aussi, la possibilité de disposer de systèmes hybrides, eh bien, il faut maintenant en entamer la préparation. Parce que, là, je me risque, vous ne partagerez peut-être pas mon impression, je ne crois pas à la disparition pure et simple de l'école. Je ne crois pas que d'ici une décennie, je ne crois pas que tout se fera à distance, mais je crois par contre que les systèmes hybrides vont prendre une importance considérable. Et pour la France, ça sera la 3e, la 4e ou la 5e étape, mais il faut d'ores et déjà la préparer de façon que ce que nous faisons actuellement de façon très empirique, très pragmatique, peu réfléchie, peu préparée, nous serve comme une extraordinaire expérience pour préparer la suite. Bien réfléchir à ce que l'on peut faire à distance et ce que l'on ne peut pas faire à distance. Vous entendez sans doute comme moi des gens qui disent, des enseignants qui disent, à distance, on ne peut rien apprendre. Ce n'est pas possible d'apprendre à distance. Mais c'est scandaleux de dire ça, c'est absolument faux. Vous avez un pays que vous connaissez peut-être, l'Australie, où depuis 1950 existe un enseignement à distance qui couvre toute la scolarité jusqu'à l'entrée de l'université et dont les Australiens sont très contents, qui existait avant Internet en reposant sur la radio et aujourd'hui, bien entendu, qui existe d'autant mieux qu'il y a Internet. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut réellement se faire bien à distance et qu'est-ce qui se fait mieux en présentiel? C'est d'autant plus, les gens sont d'autant plus craintifs de se poser la question qu'ils se doutent un peu que la réponse à cette question, c'est que presque tout peut se faire à distance. Mais l'intéressant, c'est le presque tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le presque tout? Quand on réfléchira au système hybride, eh bien, vous voyez, la difficulté sera dans les articulations. Il ne faudra pas qu'un système hybride soit une juxtaposition de présentiel et à distance. Il devra, bien entendu, combiner
les intérêts des uns et les intérêts des autres de façon intelligente. Or, quand on fait un peu de théorie des systèmes, on sait bien que ce sont toujours dans les articulations que résident les points faibles. Et je crois que pour notre système éducatif futur, c'est dans les articulations que risquent de résider les points faibles. Et nous aurons dès à présent, à réfléchir à l'évaluation en termes d'indicateurs, se donner des indicateurs qui se prêtent aux différentes situations en présentiel et à distance, et bien entendu aux différents mécanismes de régulation, car les régulations sont en général les autres points faibles des systèmes. Et puisque vous aurez bientôt Edgar Morin, j'espère qu'il vous dira un mot de la régulation des régulations. Dans chacune de vos situations, évidemment, c'est à vous de voir ce qui vous semble le plus pertinent pour vous et pour préparer avec vos équipes. Alors, je vous souhaite bon courage, je vous remercie et je me tiens à votre disposition.